Bonjour à tous, bienvenue à nouveau dans le coin de l'art. Aujourd'hui, début d'une nouvelle rubrique, on en aura très souvent des vidéos sur ce sujet, c'est des anecdotes artistiques, vous aurez aussi le pendant anecdotes musicales, donc c'est des petits bouts d'histoire que j'ai trouvé intéressants et que je voulais partager avec vous. Donc des fois des choses que vous retrouverez développées dans des portraits, je vous parlerai des histoires de certains artistes, cours d'histoire, que je développerai ensuite dans leur biographie. Aujourd'hui, on parle de l'Antiquité. J'avais envie un peu de revenir à la base un peu de l'histoire des beaux-arts, puisque si l'art a débuté dès la préhistoire, on peut dire que les beaux-arts, ou la peinture, la sculpture, en tant qu'art savant, débutent à l'Antiquité. C'est là où ils vont être théorisés, qu'il va y avoir les modèles qui vont être trouvés, vos limites imposées. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle d'art classique, parce que ça va devenir la référence jusqu'à la fin du 19e siècle, voire un peu moins, mais toujours jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, je vous parle d'une anecdote normalement très célèbre pour ceux qui s'intéressent à l'Antiquité ou qui ont une culture classique importante, c'est le célèbre Certamen Linearum, c'est-à-dire l'affrontement des lignes. Alors c'est une anecdote qui voit affronter deux peintres de l'Antiquité parmi les plus célèbres, Apelle et Protogène. Ils font partie des plus grands peintres de l'Antiquité, avec par exemple Zeuxis et Parrhasios. Il se trouve que je vous parlerai de Zeuxis et Parrhasios dans la prochaine anecdote. Quelques remarques avant de débuter cette histoire, pour des remarques un peu externes, mais qui sont importantes. Sur l'orthographe, vous pouvez remarquer dans le titre et dans ce qui va être écrit que j'ai mis un S à Apelle et à Protogène. Donc ça, c'est assez difficile de savoir quelle est l'orthographe juste quand quand il s'agit en fait de noms au départ qui devraient être en grec par exemple, malgré des connaissances tirées d'écrits en latin. Donc on n'est pas sûr qu'il ait orthographié, quel choix d'orthographe il a fait en partant du grec, de latin, et sachant qu'il y a des différences après entre les langues, entre le français et l'anglais. Il se trouve que, il est vrai qu'aujourd'hui, dans la majorité des ouvrages, vous trouverez Apelle et Protogène sans S, dans les ouvrages français. En revanche, dans les ouvrages anglophones, vous aurez toujours un S à Apelle et Protogène. Et si on remonte avant la Première Guerre mondiale, les écrits français utilisaient aussi Apelle, Protogène, etc. Ce type de nom avec un S. Donc j'ai fait le choix, mais on va dire c'est arbitraire, vu que le nom devrait être en grec au départ, j'ai fait le choix de me calquer sur l'anglais qui est la langue internationale et sur une tradition d'écriture de la Renaissance au 19e siècle. Donc voilà, c'est un détail, mais je voulais clarifier la chose avec vous, ne soyez pas étonnés si parfois un S ou pas de S selon les ouvrages que vous consultez. Autre point très important, c'est que on parle de peinture, mais on parle de peinture à l'encaustique, la méthode utilisée durant l'Antiquité. Il n'y avait pas de peinture en huile, et c'était une méthode dont aujourd'hui on a quelques idées, il y a eu beaucoup d'études, mais beaucoup de débats surtout. Déjà, ce qu'il faut premièrement noter, c'est qu'ils n'utilisaient pas des pinceaux, comme nous on l'imagine, avec les poils au bout, le bois, les poils au bout. On utilisait un cestrum, qui en fait était une sorte de burin ou une pointe de fer, on n'est jamais vraiment sûr. En tout cas, c'est un objet métallique. Donc on n'était pas en termes de précision et de possibilité, on n'était pas comme le pinceau. Donc souvent, vous verrez, je vais utiliser le terme pinceau, parce que je reprends des histoires, des écrits de l'époque moderne, 15e, 16e, 17e, 18e siècle, qui avaient très peu de connaissances, encore moins qu'aujourd'hui, puisqu'il n'avait pas fait toutes ces découvertes qu'il a eues au fil des siècles, et qui utilisaient des fois, donc c'est anachronique de parler de pinceau, mais c'est pour que ça soit intelligible. Donc quand on dit pinceau, c'est au sens instrument pour peindre, c'est pas le pinceau moderne. D'accord, mais je voulais le préciser. Ensuite, la technique à l'encaustique, il y a eu des tonnes de débats, chacun a voulu l'expliquer. On pourrait résumer deux grandes possibilités. Donc c'est une méthode qui se sert de la cire déjà pour peindre. Vous voyez, c'est déjà très particulier. Donc d'abord, c'est soit ils disposaient leurs couleurs sur un fond de cire en les fixant au moyen du feu, donc il y avait un fond de cire, ils fixaient avec le cestrum les couleurs et après ils solidifiaient le tout en faisant brûler. Ou deuxième possibilité, c'était le cestrum lui-même qui était chauffé, d'accord? Puis ensuite, il gravait sur une tablette avec la pointe, une fois. Donc la couleur, il prenait la couleur, il faisait chauffer le tout. Bien sûr, ils devaient préparer même leur couleur, hein, ça c'est une évidence.
Et ensuite, tout ça était rempli de cire liquide une fois que la couleur avait été posée pour fixer tout ça. Donc c'était beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc on ne va pas rentrer dans ces détails archéologiques, sachant qu'en plus, on n'a pas trouvé clairement la possibilité, ou enfin tout à ma connaissance, et souvent ça reste sur des débats. Et puis, on va dire, pour notre histoire, il faut garder à l'esprit qu'il n'y avait pas un pinceau surtout, et que forcément, ça c'est des choses qui n'ont pas été prises en compte souvent dans les interprétations, que c'était beaucoup plus compliqué à l'époque de faire un simple trait. Évidemment, ça demandait une maîtrise supérieure. Pour ça, je voulais le dire clairement au début de cette vidéo. Je vais d'abord vous présenter rapidement les deux peintres, Apelle et Protogène. Alors, pour Apelle, je reviendrai dessus bientôt quand j'ai fini les vidéos sur Ingres, qui vont reprendre très bientôt. Je vous ferai une ou deux, voire 3 vidéos sur Apelle, parce qu'il y a des choses à dire. Il y a beaucoup écrit sur Apelle. En revanche, sur Protogène, je ne reviendrai pas parce qu'il n'y a pas assez d'éléments. Donc, Apelle, c'est déjà, c'est un des deux ou le peintre à connaître pour l'Antiquité. C'était la référence de la grâce et du dessin. Donc ça qu'il faut le connaître. Et vous aviez le binôme Apelle-Zeuxis. Apelle, un équivalent, donc le dessin, la grâce par le dessin, et Zeuxis, la maîtrise de la couleur. Donc c'est un peu ce duo qu'il faut absolument connaître et que vous entendrez régulièrement si vous êtes étudiant ou futur étudiant en histoire de l'art, qu'il faut connaître comme référence parce qu'on y fait souvent référence. Donc Apelle, il a vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ, mais il n'est connu finalement que par des écrits qui datent du 1er et du 2e siècle après Jésus-Christ. Vous voyez déjà, imaginez, je vous donne un parallèle, Vasari, il écrit au XVIe siècle, et sur des artistes qui vont du XIIIe siècle à son époque, XIIIe, XIVe, XVe, XVIe, et on a remarqué qu'il y avait des tonnes d'erreurs. Donc évidemment, avec un écart énorme de plusieurs siècles entre Pline et Apelle, il est fort probable qu'il y ait des erreurs. Alors on a Pline l'Ancien, on a Lucien de Samosate qui a écrit aussi sur des informations sur Apelle, ensuite chez Plutarque aussi, au 1er siècle, quelques informations. Et puis, de manière générale, on retrouve souvent cités chez différents auteurs, mais c'est vraiment des fragments. On déduit ces dates de vie en fonction des éléments qu'on a dans ces textes. On n'a pas la date précisément. Mais en général, on estime qu'il serait né vers 368 avant Jésus-Christ. Et que son heure de gloire, le sommet de sa carrière, aurait été entre 332 et 329 avant Jésus-Christ. Ce qui fait qu'il est très connu aussi, c'est qu'il a été le portraitiste exclusif d'Alexandre le Grand. Donc on a beaucoup d'histoires avec Apelle et Alexandre le Grand. Donc Alexandre le Grand, imaginez, il était entouré de Aristote comme précepteur et Apelle comme portraitiste. C'était le peintre de la grâce, c'était surtout par rapport à ça qu'on le définissait. Et un élément qu'il ne faudra pas oublier dans la suite, mais je vous le rappellerai, c'est qu'il n'utilisait que 4 couleurs. Le blanc, l'ocre, le rouge, le noir. Seulement 4 couleurs pour peindre. Après, c'était une autre façon de peindre, mais on va voir que ça, c'est souvent écarté, c'est souvent éludé par les interprétations. Et Pline le disait très clairement, pour lui, donc, au 1er siècle après Jésus-Christ, donc longtemps après, en connaissant l'histoire des artistes qu'il y a eu entre Apelle et lui, pour lui, personne n'a pu dépasser Apelle, sachant qu'on va le voir, Pline avait pu observer des tableaux d'Apelle. Donc Apelle, il avait aussi une caractéristique qui rappelle un petit peu, si on veut vraiment faire des parallèles, même anachroniques, les impressionnistes, c'est que lui, il était contre le fini du tableau. Alors ce qui est très étonnant, c'est que ceux qui sont les tenants du style, de la tradition classique, qui va de Raphaël à David en passant par Poussin, ont toujours attaché beaucoup d'importance à la finition du tableau, à l'aspect très lisse, contrairement à Rubens ou à Delacroix, où on voit la touche très mouvementée, ou alors une touche très épaisse à la Rembrandt. Tout Apelle signait ses tableaux, Apelle faciebat, ce qui veut dire Apelle y travailler, et non Apelle fecit, qui voulait dire Apelle l'a fait. Donc il n'y avait pas cette notion de terminer. Et justement, un jour, ce qu'il a dit à Protogène, il a dit « Je suis meilleur que toi pour une seule raison, en fait, c'est que je sais m'arrêter de peindre, je sais m'arrêter de toucher au tableau. Parce qu'il y a un moment donné où tout ce qu'on va rajouter, tous les détails qu'on va rajouter ou les finitions vont aller contre l'objectif principal, l'idée qu'on voulait véhiculer. » Il inventa Apelle des types, des iconographies types, notamment la Vénus Anadyomène,
qui veut dire la Vénus sortant des eaux. Donc vous avez tous vu certainement beaucoup de tableaux de ces Vénus sortant des eaux. Donc c'est lui qui à l'époque établit l'archétype de cette Vénus Anésiomède. Il était le premier à réussir des défis techniques, des prouesses techniques, à innover, par exemple dans les raccourcis. Je précise, ah oui ça c'est très important, hein, qu'il n'y avait pas de perspective géométrique à l'Antiquité. Il ne connaissait pas la perspective, c'est-à-dire vraiment géométrique calculée avec le point de fuite. C'était plutôt donc jouer sur les raccourcis, donc avec le bras qui va être un peu raccourci pour donner l'impression de la profondeur. Ça va être une perspective de taille, comme on dit, c'est-à-dire que les objets plus loin sont plus petits, mais il n'y a pas de perspective géométrique. Ça, il faut attendre le XVe siècle avec Brunelleschi. Ça, c'est donc toujours, il ne faut pas idéaliser la peinture antique. Il y avait pas mal de faiblesses techniques par rapport à la Renaissance, ne serait-ce qu'à la Renaissance, et je ne parle même pas pour la suite. Donc, Apel a réussi, lui, quand même, à apporter de la profondeur à ce raccourci. C'était un maître de l'imitation de la nature. Donc apparemment, la légende veut que ces chevaux étaient tellement bien faits que les chevaux, de vrais chevaux, étaient trompés, croyant avoir affaire à un cheval face à eux. Il était capable de représenter des choses immatérielles, comme le tonnerre, les éclairs. Il était connu pour ça. Donc c'était aussi un fin technicien et un innovateur technique. Il avait aussi une particularité quand il exposait, Apel, qui est assez marrante et qui, je pense, est assez rare finalement à travers les siècles, c'est qu'il aimait beaucoup écouter les commentaires des spectateurs. Donc il exposait ses toiles et puis il se cachait pour pouvoir écouter les commentaires, ce qui est très courageux parce que là vous avez vraiment vous n'avez pas les commentaires du journal Le Monde, si vous voulez, ou bien sûr, évidemment, comme tout critique, critique de cinéma, critique de théâtre, critique de musique, c'est toujours très difficile d'être honnête, parce qu'on a peur de vexer, parce qu'on a peur de ne plus être invité. Hein, chez les critiques, c'est souvent ça, ils veulent garder des avantages, ils veulent garder des bonnes relations, donc c'est rarement honnête, les critiques dans les journaux. Si vous vous cachez, vous écoutez les critiques des gens en direct, vous avez la réalité. Et c'est peut-être pour ça aussi que c'était un grand peintre. Il n'avait pas peur de se confronter aux critiques. Apel, à l'époque moderne, c'est une référence. Il est incontournable. Et ce qui va surtout marquer Apel et l'époque moderne, c'est qu'on va créer l'idéal de l'artiste de la Renaissance, enfin, dès la Renaissance, hein, à leur époque. Pour eux, il fallait ressembler à Apel. On s'inspirait des histoires d'Apel, et c'était ça l'objectif à atteindre. D'ailleurs, dans des ouvrages qui vont du XVe siècle au XIXe siècle, vous trouverez quasiment toujours une référence à Apel. Ça peut être une citation, ça peut être simplement une comparaison, aussi bon qu'Apel, la grâce d'Apel, il était partout. Pour Fréard de Chambray, qui est un théoricien très important, qui connaissait bien Poussin, il faisait un parallèle très simple, il disait « Raphaël, c'est un Apel de la Renaissance, et Léonard de Vinci, c'est l'équivalent de Protogène. » Voilà le rapport qu'il faisait. Autre rapport à l'époque moderne avec Apel, c'est Sandro Botticelli, qui en fait a une idée géniale. C'est qu'il s'est dit, voilà, Lucien de Samosate, au IIe siècle après Jésus-Christ, a décrit un tableau d'Apel. Et bien, partant de cette description, je vais recomposer le tableau. Alors cette idée, je crois, venait d'un érudit, hein, c'est un érudit qui lui en avait parlé, et donc il va essayer de le faire. Donc le résultat, c'est un tableau qui s'appelle la calomnie d'Apel. Tout simplement, Apel avait répondu à travers un tableau à des calomnies à son égard. Donc ça va être réutilisé par Botticelli, un petit peu remis au goût du jour sur le fond, hein, je ne vous en dis pas plus, ça nous amènerait beaucoup trop loin. Un défaut tout de même, c'est un magnifique tableau, mais il ne s'est pas limité aux 4 couleurs de Apel. Ça aurait été un sacré défi de dire je vais me limiter à ces 4 couleurs, mais il ne l'a pas fait. Enfin, vous trouverez souvent Apel dans des tableaux avec Alexandre le Grand, il y en a beaucoup, je vous en mets un exemple. C'est Apel avec Alexandre le Grand pendant qu'il peignait un des modèles, une des amantes d'Alexandre le Grand qui s'appelait Campaspe. Il tombe amoureux du modèle et Alexandre le Grand a tellement d'amour, d'affection pour Apel et de respect qu'il décide de lui offrir son amante. Hein, bon, c'est un peu spécial d'offrir comme ça son amante, hein, bien sûr. On ne va pas s'arrêter à ça parce que c'était une autre époque, mais c'est un tableau que vous retrouvez beaucoup dans l'iconographie. Donc, si vous voulez voir des tableaux avec Apel, vous tournez Apel, Campaspe, Alexandre le Grand. Avec ces mots-clés, vous pourrez trouver plusieurs tableaux, dont celui-ci.
C'est tout pour Appel, on passe maintenant à Protogène. Appel, bon, je dis, on y reviendra dans une vidéo dédiée. Protogène, il vient de l'île de Rhodes. C'est un peintre qui est modeste et qui est au départ méconnu de ses concitoyens. Jusqu'à ses 50 ans, son métier principal, c'est peindre dans un chantier naval. Donc, vous voyez, rien à voir avec une activité artistique. Dès qu'il avait un petit peu d'économie, il achetait des provisions, il s'enfermait dans son atelier et là, il se mettait à peindre de véritables chefs-d'œuvre. Comment Protogène est devenu connu? C'est grâce à Appel. Parce que, en fait, tout simplement, Appel a entendu parler de Protogène, il a vu un tableau, il a tellement été admiratif qu'il a acheté ce tableau et il a acheté surtout très cher par rapport au prix de l'époque, mais très cher par rapport à la cote de Protogène qui était inconnue. Il a acheté ça 50 talents. Donc 50 talents, si on prend les calculs de l'INSEE, ça donnerait 915 000 € aujourd'hui. Alors toujours faire très attention avec ces rapports, parce qu'on n'est jamais très sûr que tous les éléments aient été pris en compte par rapport au pouvoir d'achat de l'époque, etc. Mais c'est pour vous vraiment donner une idée. 915 000 € pour un peintre inconnu qui est peint dans un chantier naval. Imaginez un petit peu. Et quand les gens lui ont dit « mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Appel a dit « mais non, je fais une très bonne affaire en fait. Parce que vous verrez que dans très peu de temps, je vendrai ce tableau le double du prix. » Donc on peut y voir soit un œil d'Appel en disant qu'il a l'œil, il a reconnu Protogène, soit à l'opposé, qu'il a fait un investissement en disant si moi Appel, peintre le plus célèbre, j'achète à ce prix-là cette œuvre, ça va faire monter sa cote et je pourrais le revendre. Alors, je ne sais pas si c'était la mentalité des Grecs, je vous avoue, mais en tout cas c'est un truc qu'on retrouve souvent dans les marchands d'art, qui nous font croire qu'ils ont découvert un petit peintre génial, mais qu'en fait c'est souvent un coût financier. Et suite à cette histoire, évidemment, ils deviennent de grands amis. Protogène, il est connu surtout pour une œuvre, Ialissus. Ialissus, en fait, représentait donc Ialissus, hein, c'était une personne, c'était le fondateur de la ville de Ialis, qui était sur l'île de Rhodes. Il y a travaillé plusieurs années, et ça a fait sa renommée. D'ailleurs, Appel a apprécié cette œuvre qui a fini brûlée dans un incendie à Rome, comme beaucoup d'œuvres, hélas. Cette œuvre était tellement célèbre que quand Démétrius Poliorcète a attaqué Rhodes, il a refusé d'attaquer par le point faible de la ville de peur de détruire ce tableau dans la bataille ou dans l'incendie. Donc il a pris le risque de rater le siège plutôt que de mettre en danger le chef-d'œuvre de Protogène. Protogène était très particulier aussi parce que déjà il a une carrière originale et par rapport à l'archétype du peintre de l'Antiquité comme Appel ou Zeuxis, il se démarque énormément. C'était pas quelqu'un de très élégant, de très distingué. Il avait plutôt une nature âpre, il était assez sauvage de par sa vie, par rapport à ce qu'il a vécu, à son travail. Et c'est ce qui le démarque et ce qui a fait son succès. On retrouve d'ailleurs beaucoup d'anecdotes communes entre Appel et Protogène, et la plus célèbre, c'est celle du chien. En fait, Appel ou Protogène, hein, donc ça marche pour les deux, voulait représenter la gueule écumante d'un chien, pleine de bave. Il n'y arrivait pas avec son cestrum. Qu'est-ce qu'il fait? D'énervement, il prend l'éponge et il l'envoie sur le tableau. Et en fait, il se rend compte que la trace laissée correspondait exactement à ce qu'il voulait faire pour la gueule du chien. Donc l'écume autour du chien, la bave. Donc c'est une histoire très connue pour parler de la place du hasard dans l'art. On ne sait pas si elle est vraie, on ne sait pas si ça arrive à Appel ou à Protogène, mais c'est une histoire très célèbre. Parlons maintenant de l'histoire qui nous intéresse, ce duel artistique, ce duel de la ligne entre Appel et Protogène. On ne sait pas quand c'est qu'il se produit, évidemment, mais je vais vous raconter. Alors l'histoire, quand on prend le texte latin de Pline, et qu'on essaie d'être le plus littéral, de ne pas dire non, ça paraît trop simple, je vais interpréter. Si on essaie de coller au texte, voilà ce que ça raconte. Appel vient voir son ami Protogène à son atelier. Il arrive, il n'y a personne, il tombe sur la servante, la vieille servante de Protogène. Elle lui dit que Protogène est absent et qu'il peut lui laisser un message. Que fait Appel? Il voit une toile ou un tableau, en tout cas un support, hein, parce que c'était certainement pas une toile à l'époque, un support libre, hein, vierge. Il décide de prendre un pinceau, on dit c'est souvent traduit pinceau, mais c'est certainement un cestum, et il décide de faire une simple ligne. Il fait une ligne droite, point final. Et il dit, voilà, vous dites que quelqu'un est passé et vous lui montrez cette ligne. Et il quitte sur ce l'atelier. Entre-temps, Protogène rentre à son atelier et découvre cette ligne
et sa servante lui dit que quelqu'un est passé le voir et a fait son trait. Rien qu'à la ligne, il comprend qu'il s'agit d'appel parce qu'il dit que seul lui serait capable de faire une ligne aussi parfaite. Protogène se dit qu'il serait peut-être bon de laisser un message à appel au cas où il repasserait à l'atelier, parce qu'il savait qu'il allait à nouveau s'absenter. Comme je dis, il travaillait sur un chantier. Il décide de prendre une deuxième couleur et de faire un autre trait beaucoup plus fin. En fait, de montrer qu'il est capable de faire encore mieux qu'Appel. Donc rappelez-vous toujours, on n'est pas sur un pinceau où on peut faire des lignes très facilement, relativement facilement, assez fines. C'est un objet métallique qui demande une certaine dextérité, et lui, il arrive à faire encore un trait plus beau, plus fin, etc. Sur ce, quelques temps plus tard, Appel revient, Protogène n'est toujours pas là. Qu'est-ce qu'il fait? Voyant la réponse de Protogène, il décide à nouveau de faire un trait encore plus fin et d'une autre couleur. Donc là, je vous propose, donc au fur et à mesure, vous avez vu, hein, je vous ai fait une sorte d'illustration que j'ai bidouillée moi-même pour vous donner une idée, pour que ça soit plus facile à comprendre. C'est très très simplifié, mais c'est pour vous donner une idée de ce que ça pourrait être, ou du moins comment je le comprends, mais on va voir les interprétations par la suite. Quand Protogène verra le résultat de cette œuvre, il avouera sa défaite, il dira il est impossible de faire un trait plus fin, plus parfait. Et c'est comme ça que se termine le duel avec la victoire d'Appel. Alors cette toile, qui a simplement, voilà, qui avait des traits de différentes couleurs, on l'a trouvée assez intéressante pour la conserver. Elle était conservée au Palais des Césars à Rome, sur le mont Palatin, et elle a été victime de l'incendie de Rome, du grand incendie de Rome, en 64 après Jésus-Christ, celui qu'on estime être dû à Néron. Ça, c'est Pline qui nous explique donc cette histoire hein, de l'avenir de la toile. Alors, qu'est-ce qu'en pensait Pline? Il dit lui-même qu'au départ, il l'a trouvé assez étrange, évidemment, mais que finalement, à force de l'observer, il a fini par la trouver exceptionnelle. En plus, il y a toute cette histoire autour de deux peintres de légende. Imaginez la même chose avec Léonard de Vinci et Raphaël, par exemple. La valeur qu'aurait une toile avec des simples traits des mains de ces deux grands artistes. Donc, surtout, elle était exposée, et c'était, d'après le dire de Pline, l'œuvre la plus renommée. Donc, encore au 1er siècle après Jésus-Christ. Donc, il faut vraiment mesurer l'importance de cet événement et de cette œuvre. Je m'arrête là pour cette première partie de cette anecdote artistique. Donc là, vous avez pu découvrir Appel et Protogène, et je vous ai présenté l'histoire, donc vous connaissez leur histoire. Dans la deuxième partie qui arrivera presque immédiatement en même temps, dans 2-3 jours plus tard, vous aurez les interprétations, ça va être très intéressant pour ceux qui veulent aller un peu plus loin que l'histoire telle qu'elle a dû se passer, les différentes interprétations à travers les siècles de cette anecdote et comment chacun a voulu mettre ça, l'adapter à ses théories de l'art ou des fois comment il a compris en fonction de son niveau, de sa vision de l'époque antique, etc. En attendant cette deuxième partie et les prochaines vidéos de la chaîne bien sûr, pensez à vous abonner, pensez à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et en parler autour de vous si ça vous intéresse. Vous pouvez suivre l'actualité de la chaîne sur le Facebook, vous avez le lien dans la description, vous avez aussi mes coordonnées pour si vous me donnez une information ou peut-être un sujet de vidéo que vous aimeriez voir sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Donc je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo sur le duel Appel Protogène. Ciao!